Merci beaucoup à Vincent et aux organisateurs de m'avoir invité à venir vous parler d'un sujet qui m'est pas mal cher, en fait. Ça fait pas mal d'années que je travaille en partie sur le domaine dont je vais vous parler. Alors, donc, aujourd'hui, on commence à parler là, dans la séquence des 3 journées sur qu'est-ce qu'on peut faire pour l'intégration au travail. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est une approche qui a été développée au départ aux États-Unis, comme on le verra, et qui maintenant essaime de plus en plus, y compris ici à Marseille, avec le programme qu'on appelle ici Working First. Alors là, j'essaie une toute nouvelle technologie pour faire avancer les diapos avec un iPhone connecté à l'ordinateur. C'est vraiment génial. Alors, donc, le plan de la présentation, c'est je veux parler d'abord pourquoi est-ce qu'on voudrait aider les gens à aller en milieu de travail régulier, ce qui n'est pas quelque chose qui est très traditionnel dans les services pour les personnes qui ont des troubles mentaux. Ensuite, je vais parler de, ça vient de où, là? J'ai parlé que ça vient des États-Unis, mais je vais détailler ça un peu. Je vais parler un peu des fondements théoriques, puis des principes de ce modèle. Il y en a 8. Il y en avait 6 au départ, maintenant il y en a 8. Je vais parler du concept d'échelle de fidélité, puis des résultats de recherche, parce que je suis au départ chercheur. Et là, je vais parler un peu de où s'en va la recherche sur cette approche. On va voir qu'il y a comme 2 grandes nouvelles directions qui se développent. Ensuite, je vais parler de qu'est-ce qu'on doit faire pour bien implanter des programmes de ce type-là. Et enfin, je vais parler un peu de l'état de la situation internationalement et au Canada. Voilà, alors pourquoi, est-ce qu'on voit bien? Oui. Pourquoi ce genre d'approche? Eh bien, en fait, quand on interroge les gens qui ont des troubles mentaux, la majorité disent qu'elles voudraient travailler. Et tant que les personnes n'ont pas été socialisées excessivement au rôle de patients psychiatriques pour qu'elles cessent de croire à leur capacité de travailler en milieu régulier, au départ, surtout quand elles sont jeunes, quand elles n'ont pas été socialisées de cette façon-là, elles ne veulent pas aller dans des milieux protégés. Elles veulent rester en milieu régulier ou continuer à l'école dans des écoles normales. Donc, le travail compétitif, le travail en milieu régulier correspond mieux aux préférences des gens. Et aussi, on parle de nos jours beaucoup plus d'inclusion sociale et le travail en milieu régulier, évidemment, répond mieux au désir d'inclusion sociale que le travail en milieu protégé. Et ce fait qu'on essaie de respecter les préférences des gens et qu'on les amène vers le travail en milieu régulier, c'est compatible avec une philosophie axée sur le rétablissement. Et aussi, c'est l'approche que je vais vous décrire et celle qui est la plus appuyée par la recherche expérimentale, comme on va le voir. Donc, c'est une des choses, à la fois le fait qu'elle est très compatible avec une philosophie axée sur le rétablissement et le fait qu'elle est très bien appuyée par la recherche expérimentale qui fait que c'est une approche qui mérite d'être bien considérée. Donc, ici, on voit juste un recensement fait par un des grands chercheurs américains sur le modèle Gary Bond, des différentes études où on a essayé de voir le pourcentage des gens dans différents milieux, des gens avec des troubles mentaux, qui exprimaient un désir pour le travail. Et on voit que c'est systématiquement plus de la moitié. Généralement, c'est à peu près les 2/3 en moyenne. Alors, je vais parler du développement de l'approche. Alors, au départ, l'approche traditionnelle qu'on
qu'on voyait pour les personnes handicapées en général, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est voyons. L'approche traditionnelle, donc, c'est de tout d'abord former et ensuite placer la personne. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire en sorte que la personne ait les capacités, en commençant dans un milieu de travail protégé, pour intégrer un milieu de travail régulier. Mais ce nouveau paradigme qui a émergé, en fait, dans le domaine de la déficience intellectuelle au départ, était que non, ce n'est pas nécessaire d'avoir ces étapes de transition, qu'on peut directement amener la personne en milieu régulier. Donc, au départ, il y avait donc ces approches traditionnelles avec des milieux protégés. Puis, on a constaté que dans le milieu de la déficience intellectuelle, que ce n'était pas nécessaire de faire ça. On place et puis on forme, on inverse l'ordre. Et puis aussi, il y a eu en même temps, en parallèle, le développement aux États-Unis du modèle d'intervention qui s'appelle Assertive Community Treatment. Je ne sais pas combien de gens ici savent ce que c'est. Assertive, oui. Assertive Community Treatment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce que c'est? Quelques-uns, oui, bon, très bien. Donc, l'idée générale, c'est qu'on a une équipe de professionnels, incluant un psychiatre, qui interviennent auprès des personnes qui ont le plus de difficultés, des personnes avec des troubles mentaux qui ont le plus de difficultés dans la collectivité. C'est-à-dire qu'elles vont chez elles, elles les rencontrent dans des cafés, elles les accompagnent pour aller leur montrer comment acheter de la nourriture, comment faire la cuisine, etc. Et le fait d'intervenir comme ça, là où les gens sont, aide à prévenir les crises. On s'assure que les gens prennent leurs médicaments s'ils en ont besoin. Et de cette façon-là, on réduit beaucoup les réhospitalisations. Et de plus en plus, c'est une approche qui est orientée vers leur établissement. On cherche à respecter les préférences des gens, les aider à accomplir leurs propres objectifs. Donc, cette approche s'est développée dans les années 70 au Wisconsin. Et il y avait là l'idée d'intégrer au sein d'une même équipe plusieurs expertises, comme psychiatrique, service social, traitement pour les troubles concomitants. Et donc, clinique, réadaptation au sein d'une même équipe. Cette approche a mené à l'école de Boston à un modèle qui s'appelle Choose, Get, Keep. Choisissez, obtenez, conservez un emploi, mais qui demeurait quand même assez étapiste. Et si on met ensemble cette idée il y a l'emphase sur le respect des préférences du client qui fait aussi partie de ce que l'école de Boston, qui existe toujours, elle met l'accent là-dessus. Donc, si on met tous ces éléments ensemble, on obtient le modèle de soutien à l'emploi qui a été baptisé en anglais Individual Placement and Support, placement et soutien individuel. Au Québec, on a choisi de conserver l'acronyme dans l'ordre des lettres anglais IPS. Donc, maintenant, quelques fondements théoriques. Alors, on commence avec un milieu plus ou moins favorable à l'épanouissement des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, une personne qui a une maladie mentale grave, et évidemment, il y a des différences entre les individus. Donc, tout ça, ça mène à un cours de la maladie qui est plus ou moins favorable, mais on constate historiquement que une proportion importante de gens vont carrément se rétablir. Il y a eu des études longitudinales au Vermont, par exemple, où on a vu que les gens qui avaient été hospitalisés pour troubles mentaux pendant longtemps, quelques dizaines d'années plus tard, après la désinstitutionnalisation, se retrouvaient à vivre des vies très normales. Donc,
le rétablissement... Pardon, si vous voulez bien, gardez vos questions pour la fin. Autrement, je n'aurai pas le temps de passer au travers de toutes les diapos. Donc voilà. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. On peut aussi voir les services actuels comme les services plus traditionnels, comme mettant l'accent sur le contrôle, la stabilisation et la séparation. Les gens sont mis dans des milieux à part. Et en même temps, le focus est sur les déficits des personnes. Alors, si on met ces choses ensemble, le résultat, c'est la chronicisation de la maladie. Mais on peut, alternativement, mettre l'accent sur l'intégration dans la communauté. La communauté, je devrais dire, je crois qu'ici, c'est plus la collectivité que je veux dire. L'intégration dans la collectivité, le focus sur les forces de l'individu et non ses déficits. Et cette combinaison tend à mener vers le rétablissement. Pas nécessairement le rétablissement dans le sens de la personne n'a plus aucun symptôme, mais le rétablissement dans le sens qu'elle a toujours ses symptômes, mais elle est plus en contrôle de sa vie, etc. Vous connaissez bien ça. On peut aussi voir les choses dans la façon traditionnelle d'organiser les services, comme une espèce de cercle vicieux où, au départ, on sous-estime les capacités de la personne. Parce qu'on la sous-estime, on va vouloir lui donner des formations préparatoires dans des milieux ségrégés, des milieux séparés. Et quand on dit à la personne qu'elle ne peut pas faire grand-chose, c'est pour ça qu'on la met dans un milieu séparé, ça va affecter sa propre vision d'elle-même, elle va donner moins, elle va être moins performante, ce qui va renforcer le fait qu'elle s'approprie cette image déficitaire d'elle-même, fait que les autres la voient avec cette image d'elle-même déficitaire qui renforce leur impression qu'elle ne peut que travailler dans un milieu à part. Mais si au contraire, on voit le potentiel de la personne, à ce moment-là, on va se dire, pourquoi ne pas l'intégrer en milieu naturel? Et si la personne est dans un milieu où les attentes sont plus élevées, les gens tendent à répondre aux attentes tant qu'elles ne sont pas démesurées, mais on peut répondre à des attentes qui nous poussent plus loin. Et le fait de se pousser pour répondre à des attentes qu'on est quand même capable d'atteindre, ça fait que notre estime de soi augmente, notre potentiel devient plus évident et on a d'autres possibilités de se développer plus en milieu naturel. Donc, l'approche dont je vais vous parler avait au départ 6 principes. Elle a été développée au New Hampshire dans les années 90, début des années 90. Et avec la recherche, on a maintenant ajouté 2 autres principes. Donc, ces principes sont les suivants. Tout d'abord, l'objectif, c'est l'emploi en milieu régulier. Ce n'est pas le bénévolat, ce n'est pas des entreprises, ce n'est même pas des entreprises sociales, c'est carrément des entreprises ordinaires, des emplois ordinaires. Et la définition d'un emploi compétitif, c'est un emploi qui paye le salaire minimum ou plus, et l'emploi est ouvert à tous. Ce n'est pas réservé à des personnes qui ont des troubles mentaux. Aussi, il y a cette idée, donc, on inverse l'ordre plutôt que de placer puis former. Pardon, c'est le contraire. Plutôt que former puis placer, on place, et c'est dans le lieu de travail que la personne apprend à faire le travail. Donc, on va directement vers l'emploi régulier sans s'attarder à du bénévolat ou des emplois protégés. Ensuite, on prête attention aux préférences de la personne. On l'écoute. On cherche à trouver un travail qui lui convient. Et on tire parti. Alors, vous voyez, le désavantage des milieux protégés, c'est que dans une ville ou dans un quartier, il y aura juste au maximum quelques possibilités de type d'emploi. Mais si on peut aller dans n'importe quelle entreprise privée, la variété d'emplois possibles est beaucoup plus grande et il y a aussi plus de chances qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas trop loin de chez vous.
Donc, par exemple, un exemple de l'hôpital Douglas, où est mon bureau, où il y a la première équipe de ce type au Québec qui fonctionne depuis 2001. Quelqu'un voulait travailler dans il avait une expérience de mécanicien. Il voulait travailler dans un garage. Mais il voulait, à cause de nos règles un peu bizarres au Québec, si on travaille plus que 4 heures par semaine, chaque dollar supplémentaire qu'on gagne, si on est au salaire minimum, est déduit de notre chèque d'aide sociale. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs à travailler plus que 4 heures par semaine, sauf pour la fierté de gagner son propre revenu. Et cette personne disait, bon, je veux travailler 4 heures par semaine dans un garage pas trop loin de chez moi. Alors, son conseiller en emploi est allé faire des cercles concentriques alentour de chez la personne jusqu'à ce que le 30e garage dise « Oui, d'accord, je serais intéressé à engager quelqu'un 4 heures par semaine. » Et ça a fonctionné. Aussi, il y a l'idée d'accompagnement qui est individualisé. Donc, c'est pas standard pour tout le monde. Chaque personne est différente. Chaque personne a ses propres intérêts, son propre rythme, ses propres préférences. Et donc, l'accompagnement est très individualisé. Ce qui va exiger, on va le voir, que le conseiller en emploi n'ait pas plus de 20 clients à la fois. Et l'accompagnement est à long terme. Une fois que la personne travaille depuis depuis 1 an dans le même emploi, tout va bien. Bon, là, le conseiller en emploi va dire à son équipe traitante, bon, je crois que la personne va bien maintenant. Pour le moment, je me désengage pour que je puisse m'occuper d'autres personnes. Et tant que ça va bien, bon, ben ça va bien. La personne peut éventuellement revenir. Alors, un autre principe, c'est l'importance de l'intégration avec l'équipe clinique, qui peut sembler peut-être un peu surprenante, mais en fait, c'est très important. En milieu régulier, normalement, quand il y a des services d'intégration en emploi, c'est souvent des services à part. Ici, ça pourrait être comme une association avec quelques salariés, peut-être des gens du communautaire, mais qui ne vont pas nécessairement interagir avec les services cliniques à l'hôpital psychiatrique, par exemple. Ce serait une solution typique. Mais la recherche démontre clairement que ce n'est pas la façon la plus efficace d'organiser les choses, que c'est mieux de faire en sorte qu'il y ait des liens étroits entre les conseillers en emploi et les cliniciens. Ce qui veut dire qu'un clinicien devrait normalement n'être en lien qu'avec 1 ou 2 équipes cliniques, pas 10, parce que c'est très difficile d'avoir des liens avec beaucoup d'équipes cliniques. Alors, un autre principe, c'est le principe d'exclusion zéro. Si une personne veut travailler en milieu régulier, même si elle semble au clinicien de prime abord comme quelqu'un qui a très peu de chances de pouvoir fonctionner en milieu régulier, on l'accepte quand même dans le service. Et l'expérience démontre que les cliniciens ont souvent tort dans leurs prédictions, que des gens qui peuvent sembler avoir très peu de potentiel d'intégration au travail, dans les faits, finissent par devenir de très bons travailleurs, tandis que d'autres, c'est le contraire, semblent avoir beaucoup de potentiel, mais en fin de compte, ça ne fonctionne pas. Un nouveau principe, c'est celui du développement systématique d'un réseau d'employeurs. Et un des ateliers après ma présentation, je vais le donner, je vais entrer beaucoup dans les détails pratico-pratiques de comment ce service fonctionne, et je vais décrire plus en détail comment on fait les liens avec les employeurs. Mais c'est très important, il y a beaucoup de temps qui est passé à chaque semaine à aller voir des employeurs sur le terrain. Et enfin, un autre principe qui est en fait, le développement d'un réseau, c'est le 8e, celui-ci, c'est le 7e. C'est au moins une étude expérimentale montre qu'on a de meilleurs résultats si on explique à la personne
quelles sont les conséquences de travailler pour ces avantages sociaux, pour l'assurance médicaments, etc. Aux États-Unis, d'où le modèle émerge, ça peut être très grave, parce que si on travaille dans beaucoup d'États, si on travaille plus que 20 heures par semaine, on perd l'assurance médicaments. Donc, ça dépend des endroits, quelles sont ses conséquences, et il faut que les conseillers en emploi soient très au fait des règles pour qu'ils puissent les expliquer et de façon à réduire les craintes des gens. Alors, je vais aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui savent ce que c'est le Housing First. Est-ce que je peux voir combien de gens connaissent le Housing First? Oui, bon, un bon nombre. Donc c'est l'idée d'aider les gens qui sont dans la rue à intégrer un appartement ordinaire avec du soutien. Il y a énormément de parallèles entre Housing First et Working First. Dans les deux cas, on vise l'intégration en milieu naturel. On n'exclut personne au départ. La personne désire intégrer soit un appartement ordinaire, soit un emploi ordinaire. On va l'aider. On respecte le choix et les préférences de la personne, que ce soit pour où est l'appartement, quel type d'appartement, où est l'emploi, quel type d'emploi, aussi le nombre d'heures de l'emploi. Je n'ai pas mentionné ça, mais c'est une dimension importante. Beaucoup de personnes qui ont souffert de troubles psychiques ne voudront pas, du jour au lendemain, commencer à travailler 35-40 heures par semaine. Donc, on peut commencer avec quelques heures par semaine et progressivement, la personne découvre qu'elle peut très bien travailler 5 heures par semaine, ça va bien. Bon, alors passons à 10 et ainsi de suite. L'accompagnement est individualisé et à long terme dans les deux cas. Et dans les deux cas aussi, on veut s'assurer qu'il y ait quand même un lien entre ce volet réadaptatif de l'intégration en logement ou l'intégration en emploi et le travail clinique. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce modèle, ce programme, vous utilisez beaucoup le mot dispositif ici, nous pas tellement au Québec, mais ce type de dispositif ne peut pas être résumé, ne peut pas être décrit seulement par ces 8 principes que je viens d'énoncer. Il y a aussi beaucoup d'autres détails qui sont spécifiés dans ce qu'on appelle une échelle de fidélité. Et ce qu'on veut faire, et ça c'est important, c'est important au niveau de la recherche, et c'est important au niveau pratique, comme on va le voir vers la fin aussi. Parce que si on organise le dispositif de façon tout croche, ça fonctionne moins bien. Et pour pouvoir démontrer qu'il y a une association entre comment le dispositif est organisé et ses résultats, il faut pouvoir mesurer à quel point le dispositif est organisé de la façon qu'on désire plutôt que d'autres façons. Et c'est le but de l'échelle de fidélité. Donc, l'échelle de fidélité a 25 items, cotés de 1 à 5, qui sont divisés en 3 dimensions, le personnel, l'organisation et les services, avec un score total qui, s'il est entre 115 et 125, donc 5 fois 25 égale 125, c'est le score maximal. Donc, si on obtient de 115 à 125, c'est une fidélité exemplaire. 100 à 114, c'est une bonne fidélité. 74 à 99, bon, acceptable. Et 73 et moins, c'est carrément pas... On a autre chose que l'IPS ou le Working First. Alors, principaux résultats de la recherche. Vous voyez ici un graphique qui montre à peu près toutes les études expérimentales qui ont été faites et publiées sur cette approche. La barre noire correspond au pourcentage des clients du programme qui ont obtenu un emploi compétitif durant la durée d'observation de l'étude qui varie de généralement 1 an à 2, quelquefois 3 ans. Et le pourcentage, la barre rouge, c'est le pourcentage de clients dans le groupe témoin. Donc, des gens qui ont été assignés au hasard, donc en principe identiques au départ dans les deux groupes, et on voit systématiquement, comme vous le voyez, que le pourcentage de gens qui obtiennent un emploi
est plus élevé avec le dispositif IPS. Maintenant, plusieurs de ces études ont été effectuées en Europe. Il y a eu pas mal d'études en Suisse, en Hollande. Il y a aussi eu une grande étude menée par les Anglais qui s'appelle l'étude Equalize, qui avait 6 sites en Europe, qui allaient en Bulgarie, Italie, Suisse, à Zurich, Pays-Bas, Londres, et j'oublie un pays. Enfin, il y avait 6 pays. Mais il y a aussi eu un certain nombre d'études en Australie et en Asie. Les autres sont presque toutes des études américaines, sauf 2 études québécoises. Une qu'on avait faite sur notre dispositif à l'hôpital Douglas, à Montréal. C'est celle qui n'a pas de flèche rouge. Et l'autre, qui est toute récente, que mon ancien étudiant Daniel Poremski a menée, où on a pris des gens qui avaient été logés dans le cadre d'un programme Housing First pour les répartir au hasard à recevoir une intervention Working First. Et bon, je dois dire que dans ce cas-ci, ça a fonctionné, c'était très, très limite, et c'était un exemple de comment, si on implante les choses un peu croche, ça donne des moins bons résultats. Et là, on a eu des problèmes d'engager les bonnes personnes, et ça a été plus difficile. Alors, s'il y a eu des études qui ont regardé, bon, à quel point est-ce que ça fonctionne en dehors des États-Unis? Les États-Unis, évidemment, c'est un milieu un peu particulier, à bien des égards, on le sait, mais particulier aussi dans le sens que le marché de l'emploi est peu régularisé pour la protection des travailleurs. Donc, les barrières pour embaucher quelqu'un sont très faibles parce qu'on peut la congédier vraiment assez facilement. Mais néanmoins, on voit que ça fonctionne aussi à l'extérieur des États-Unis. On a des taux de succès qui sont un peu plus faibles, 47% plutôt que 62% en moyenne dans les études américaines. Mais la différence est toujours importante, sauf dans l'étude que j'ai mentionnée avec nos ex-itinérants à Montréal, et aussi une étude à Londres, qui était un autre exemple, en fait, d'une étude vraiment assez mal implantée, où les conseillers en emploi, en fait, interagissaient peu avec leurs clients. Et l'étude notable auquel je fais référence, c'est l'étude Equalize. On voit aussi, ce n'est pas juste une question du pourcentage de gens qui ont un emploi, et là, on va compter même un emploi d'un jour, mais quand on comptabilise, bon, les moyennes de semaines travaillées, il y en a quand même plus avec IPS. L'emploi le plus long est plus long. La moyenne des semaines travaillées est plus longue. La seule chose qui n'est pas statistiquement significative, qui est vraiment, ça peut être juste l'effet du hasard, 5 minutes seulement. Mais c'est mieux, c'est mieux. Merci. Voilà. C'est la moyenne de l'emploi le plus long. Mais évidemment, toutes ces études ont des durées de suivi limitées à 2-3 ans. Donc, on ne peut pas observer les gens qui restent en emploi pendant 5 ans, 7 ans. Donc, c'est pas significatif, mais c'est pas clair ce que ça veut dire non plus. Donc, le message essentiel, c'est que, de cette diapo qui vient d'être effacée, c'est que ça fonctionne bien en général. Les gens travaillent plus. Maintenant, ça a aussi été appliqué à des jeunes qui sont en début de psychose. Et là aussi, on observe que ça fonctionne bien. Dans ce contexte-là, par contre, on va aussi essayer d'aider les gens à intégrer ou réintégrer le milieu scolaire. Parce qu'évidemment, souvent, la schizophrénie, par exemple, ou les troubles bipolaires peuvent se déclencher assez jeunes, surtout chez les garçons, quand ils sont encore en scolarité. Et le plus intéressant peut être de continuer d'être à l'école. Et cette approche fonctionne aussi pour cela. Donc, je vous ai parlé de l'échelle de fidélité.
Donc, il y a au moins 10 études qui utilisent une échelle de fidélité antérieure qui n'avait que 15 items. Dans 6 de ces études, on voit une association statistiquement significative, donc qui correspond probablement à quelque chose de vrai, de réel. 2, une tendance, une non significative et une non testée. Donc, quand même, globalement, ça suggère que ces études-là, plus grande fidélité, meilleurs résultats. Il y avait une étude qui utilisait l'échelle à 25 items qui trouvait encore que plus grande fidélité, meilleurs résultats. Et surtout, voici, ça c'est super intéressant cette diapo, et je vais revenir là-dessus. Aux États-Unis, les 2 personnes les personnes qui ont développé le modèle IPS s'appellent Debbie Becker et son conjoint s'appelle Bob Drake. Debbie Becker est plus une personne terrain. Bob Drake est un psychiatre et aussi vraiment un très grand chercheur. Et voyant à quel point cette approche était efficace et pouvait avoir un effet transformateur sur les gens, ils se sont dit, bon, il faudrait trouver une façon de faire en sorte que le nombre de programmes bien implantés augmente. Je vais revenir là-dessus. Donc, ils ont formé ce qu'ils appellent le IPS Learning Collaborative. Donc, une espèce de, je ne sais pas comment on dirait collaborative en français, une espèce de Individual Placement and Support. C'est le soutien à l'emploi. Donc, c'est une espèce d'association d'États, de gouvernements d'États, et dans quelques cas de gouvernements de pays en Europe ou de régions en Europe, comme l'Émilie-Romagne en Italie, je vais revenir là-dessus, qui acceptent de venir à une conférence à chaque année et aussi de mesurer la fidélité de leur programme et mesurer le pourcentage des clients qui travaillent. Et là, ce qu'on voit, c'est que année après année, en bleu, on voit les gens qui reçoivent des services IPS aux États-Unis. Donc, on voit qu'on est rendu maintenant en 2016 à presque 16 000. Donc, on voit que ça augmente toujours. Le pourcentage de gens qui travaillent en rouge pardon, pas le pourcentage, mais le nombre de gens qui travaillent en rouge et le pourcentage de clients sur un trimestre qui ont travaillé. Et donc, on voit que ce pourcentage se situe aux alentours de 40 à 50 %. Oui. Ah oui, d'accord, mais j'allais traduire. Ah ben oui, moi je parle en anglais parce qu'il y a un mec qui parle anglais, évidemment. Du coup, ça m'a fait perdre le fil. Oui, j'ai perdu le fil parce qu'à un moment donné, ce que j'ai entendu, moi, c'est que tu qualifiais le bleu, les caractères, disons le pourcentage de caractères mis en bleu comme étant les gens qui travaillaient, et les caractères mis en rouge comme les gens qui ne travaillaient pas. Et puis j'ai la phrase d'après, ou le chapitre d'après, on va dire, était le contraire. C'est-à-dire que c'était les rouges qui travaillaient et les bleus qui ne travaillaient pas. Donc je me suis un peu perdu. Est-ce que tu peux éclairer ça, s'il te plaît? Tout à fait, oui, merci. Donc, pardon si je me suis mal exprimé. Donc, en bleu, c'est le nombre de gens qui reçoivent des services de programme IPS pendant l'année. En rouge, c'est le nombre de gens qui ont travaillé. Et la ligne bleue, c'est le pourcentage qui travaille. Et on voit que ce pourcentage oscille entre 40 et 50 %. Donc, c'est clair que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais ça fonctionne pour plus de gens que les approches traditionnelles. Alors, et je crois que la preuve la plus forte
de l'importance de la fidélité, c'est les données qu'on voit ici, qui viennent de tous ces sites où on a soigneusement mesuré la fidélité. Ce n'est pas quelque chose qui se fait juste en envoyant un questionnaire. Là. Il y a une équipe de 2 personnes qui débarquent dans l'équipe, qui regardent tous les dossiers pendant 1 jour et demi, qui interviewent non seulement les cliniciens, mais les utilisateurs, les autres cliniciens santé mentale, et qui cotent soigneusement sur l'échelle. Et on voit que le pourcentage de gens qui travaillent est clairement plus élevé que quand l'équipe a une fidélité élevée que quand elle est moins élevée. Alors, qu'en est-il des effets à long terme? Il y a 2 études américaines qui ont regardé les effets à plus long terme, qui ont trouvé les gens 8 à 12 ans après l'entrée dans une étude IPS. Ils n'ont pas retrouvé tout le monde, mais on a vu qu'environ le tiers aux 2 tiers des participants ont travaillé la moitié du temps ou plus en milieu régulier pendant la période, de ceux qui ont été retrouvés en tout cas. Il y a une étude très intéressante qui vient de Suisse, de Zurich, où on a fait une étude sur 2 ans, puis ensuite on a suivi les gens pendant 3 ans de plus, après la fin de l'étude expérimentale, et on voit dans la ligne en haut, avec les carrés rouges, que le pourcentage qui travaillait a continué de demeurer plus élevé. Et en plus, beaucoup moins d'admissions à l'hôpital, beaucoup moins de jours d'hospitalisation dans le groupe qui avait reçu ces services. Donc, ils ont commencé à travailler et ils ont continué de travailler et ça a diminué le recours à l'hospitalisation. Dans une autre étude américaine à long terme, pas spécifiquement sur des gens qui ont reçu des services IPS, mais juste des personnes avec des troubles concomitants, consommation, alcool, drogue et problèmes de santé mentale. On les a suivis pendant 10 ans. On a réparti les gens en fonction des heures qu'elles travaillaient. On voit la ligne en haut, c'est les gens qui travaillaient beaucoup. Une ligne au milieu, les gens travaillaient moyennement, puis une ligne en bas où les gens travaillaient vraiment pas beaucoup. Et donc, une étude qualitative a été faite sur ces gens-là qui a donné le résultat intéressant qu'ils voyaient que certaines personnes choisissaient de ne pas travailler au départ. Et ce choix de ne pas travailler faisait en sorte qu'elles travaillaient moins. Ce choix se consolidait. Tandis que d'autres qui commençaient à travailler, le choix se consolidait d'être travailleurs. Bon, je vais aller assez rapidement sur les diapos qui restent. Oui, je sais, oui, tout à fait. Oui. Donc, effet sur autres domaines. Eh bien, on pourrait s'attendre à ce que systématiquement les groupes IPS aient une plus grande estime de soi, etc. Dans les faits, on ne voit pas ça. Il y a certaines différences qui émergent quand on compare les gens qui travaillent avec ceux qui ne travaillent pas. Mais il y a quand même, dans tout groupe IPS, il y aura au moins le tiers, sinon la moitié, qui ne vont pas travailler. Et parmi les gens qui ne sont pas dans l'IPS, il y en aura peut-être le tiers qui vont travailler. Alors, on dilue les effets de cette façon-là. Mais les symptômes semblent devenir moins importants pour les gens qui travaillent. Ils sont moins préoccupés par cela. Bob Drake, qui, comme je le disais, est psychiatre, considère que l'IPS est le traitement le plus efficace que nous ayons en psychiatrie. Bon, je vais aller... Je vais passer rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur la question des coûts. J'ai quelques diapos là-dessus. Le message essentiel, c'est que c'est un peu semblable à l'estime de soi, etc. Que quand les gens commencent à travailler, de plus en plus d'études suggèrent maintenant que le résultat va être que les coûts de santé vont diminuer. Et si les gens ne travaillent pas, ils vont continuer d'utiliser les services de santé mentale. Alors, à l'heure actuelle, la recherche se divise en deux grands courants, je dirais, au-delà d'un peu répliquer les études déjà faites. Un courant, c'est de voir à quel point est-ce qu'on peut étendre ce modèle à d'autres groupes de personnes handicapées. Par exemple, les gens qui ont des blessures à la moelle épinière, qui sont paralysés, les gens qui ont le trouble de l'autisme,
les gens qui sont des consommateurs de méthadone. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne bien aussi. Aussi, on regarde comment soutenir l'implantation des IPS, des meilleures stratégies pour cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien implanter ce modèle? Il faut l'accord de l'organisation, il faut choisir les bonnes personnes, il faut non seulement former les gens au départ, mais faire du coaching, c'est absolument essentiel. On parle d'équipes de pilotage avec les gens qui peuvent prendre les décisions nécessaires pour que le modèle soit bien implanté et faire des visites de fidélité à tous les 6 mois pour donner une rétroaction, du feedback aux équipes pour leur dire, bon, écoutez, vous faites A, B, C, D vraiment bien, mais vous pourriez modifier E et F et ça irait encore mieux. Ensuite, diffusion des... J'ai presque fini en fait. Diffusion des IPS. Bon, il y a cette IPS Learning Community que je mentionnais, a été fondée par Bob Drake et Debbie Becker. Il y a actuellement, en fait, ce n'est pas toute l'Italie, c'est l'Émilie-Romagne, les Pays-Bas et la Catalogne en Espagne qui en font partie, qui ont des représentants à cette conférence annuelle qui se tient dans différentes villes américaines à chaque année. On est rendu à 19 États aux États-Unis, 180 sites, 228 équipes. En Europe francophone, ça commence à se développer, surtout, je dirais, là où c'est le mieux implanté, c'est dans le canton de Vaud, près de Lausanne, en Suisse. En Belgique, ça existe aussi. Ça a commencé dans la zone de Charleroi. Et en France, c'est ici, à Marseille, en fait, que ça existe, à ma connaissance, nulle part ailleurs. Quoiqu'il y a quelque chose à Bordeaux qui s'appelle l'intervention sur l'offre et la demande, qui existe depuis plusieurs années, qui ressemble un peu. Au Canada anglais, bon, ça commence à se développer. Ça existe en Colombie-Britannique depuis un bout de temps, et au Québec aussi. Dans 3 programmes au Québec, ça se développe plutôt lentement. Il y a un nouveau programme fédéral au Canada qui commence à faire en sorte que ça se développe un peu plus dans d'autres provinces. Il y a une équipe très bonne à Toronto aussi. Donc, pour conclure, l'emploi régulier est un objectif courant de personnes qui ont des troubles psychiques, particulièrement lorsqu'elles n'ont pas été trop socialisées au rôle de patients psychiatriques. Cette approche que je viens de vous décrire, ce type de dispositif, est clairement efficace. C'est ce qu'on connaît de plus efficace pour aider les gens à atteindre des emplois réguliers. Et pas seulement aux États-Unis, dans toutes sortes de pays. Ça a même été testé à Hong Kong. Mais pour obtenir de bons résultats, il y a cette notion de fidélité au modèle qui est importante aussi. Alors voilà. Merci de votre attention. La première chose est que la démarche Everi est très proche de ce que tu décris. Hein. Enfin, pour moi, qui ai participé au développement de l'allée vert en Angleterre au début des années 90. Pardon, développement de quoi? Je n'ai pas bien entendu. De ce qu'on appelle ici l'allée vert. Allée vert. Ah, allée vert, d'accord. Là, on est dans le domaine des risques. Oui. Alors, ça peut être... Moi, quand je parle de risque, il y a une époque où on parlait en France strictement de risque. Enfin, beaucoup dans ce genre d'assemblée, on parlait de risque. On parlait de risque type VIH, VHC, etc. Maintenant, on a beaucoup plus tendance à prendre en compte différentes pathologies, qu'importe, non, pas qu'importe, mais enfin, selon l'importance, l'impact, etc., que la pathologie a, non seulement sur la personne, mais sur son environnement sociétal, d'accord ? Donc c'est quand même très proche, hein, mais bon, la démarche de santé communautaire est très... Et là, les verts sont a priori, moi je dirais, a priori destinés à être proches. Je suis sûr que des tas de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais
Mon expérience fait que c'est a priori destiné à être proche, mais que ça n'a pas réussi à être proche tant que ça. Il y a eu des divergences qui d'ailleurs n'avaient absolument pas leur place. L'autre chose, j'aimerais bien qu'on ait un moment un débat, au moins quelques questions-réponses sur le professionnel non professionnel, parce que souvent je t'ai entendu parler de professionnel non professionnel, professionnel non professionnel. C'est un débat qu'on a eu en France, qu'on a toujours, mais je suis désolé de le dire ainsi, mais comme je suis un sauvage, c'est comme ça, qu'on a toujours en France, parce qu'en France on est en retard, c'est la moindre des choses qu'on pourrait dire. Donc on ressent, nous, on a eu des débats fulgurants sur qui est un professionnel, qu'est-ce qu'un professionnel, qui est un usager. Les gens se battaient presque pour être des usagers, alors que moi j'aurais tout donné pour qu'on m'enlève l'étiquette d'usager, mais bon, chacun sa vue. Et on a eu tous ces débats. Et ce débat, moi je vois, alors là c'est moi, hein, j'invite autant les gens qui ont de l'expérience que ceux qui en ont moins d'intervenir, parce que franchement, j'entends des choses de jour en jour depuis que je suis revenu prendre part à différentes choses. J'entends des choses, pardonnez-moi le langage, mais putain, on les a entendues il y a 20 ans, on a bossé dessus il y a 20 ans, on s'est bagarré dessus il y a 20 ans, et on est revenu dessus 20 ans après. La logique de ce dont je vous parle, sans un caractère professionnel, dans le sens je parle de fidélité à un modèle, d'une certaine discipline dans la façon de faire, etc., ça ne veut pas nécessairement dire que les gens doivent avoir toutes sortes de diplômes. Ce n'est pas tellement une question de diplôme, c'est une question d'efficacité au travail. Et le travail de conseiller en emploi est un travail qui est assez exigeant. Mais rien n'empêche à ce qu'une personne qui a un passé avec des troubles psychiques, si elle est suffisamment rétablie, de faire ce genre de travail. Donc, je ne vois pas tellement ça comme une question... Attends, juste 2 secondes, Eric. Oui. 2 secondes. Je vais traduire ce que tu as dit parce que je pense qu'il y a. Ah, d'accord, en fait, la question, c'est que sur le modèle marseillais, il y a l'inclusion de travailleurs pairs Oui. dans le programme Working First IPS. Oui. Et je voulais savoir, je pense que la question d'Eric, c'est celle-là. Est-ce que la question du savoir d'expérience est inclus dans le modèle IPS ou pas ? Je dirais, c'est inclus dans le sens que le modèle IPS est basé sur l'observation empirique de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et cette observation empirique, c'est un type de savoir expérientiel. Maintenant, on ne parle pas beaucoup dans le modèle IPS d'intégration de pairs. Ça a été testé avec des résultats assez mitigés. J'ai parlé avec Isabelle, en fait, qui m'a expliqué un peu ce qu'elle fait. Qu'elle fait plus le coaching à l'intérieur du modèle, ça me semble quelque chose qui ne va pas nuire, absolument. Je peux voir que ça pourrait être pertinent, mais c'est pas cette façon d'organiser les choses n'est pas une dont on parle beaucoup, même si aux États-Unis, quand même, on parle beaucoup de rétablissement, de faire intervenir les pairs de différentes façons. Je crois qu'il y a quand même aussi beaucoup l'idée qu'il faut que le travail soit fait d'une certaine façon. Il faut, par exemple, dans mon atelier, je vais parler de comment on interagit avec les employeurs. Il y a une certaine façon de faire qui fonctionne mieux. Donc, il faut que la personne soit en mesure de faire les choses de cette façon-là pour que ça donne de bons résultats. Alors, oui, je réalise qu'il y a un peu une tension entre ces deux objectifs, mais voilà. Non, mais, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour Gérard, oui. J'étais très intéressé là, de l'information que vous donniez sur une recherche
avec, sur les troubles du spectre autistique, l'application de ce modèle sur les troubles du spectre autistique. Oui. Et je me demandais, alors ça m'a peut-être échappé, la manière dont la personne qui arrive dans l'entreprise, donc dans un travail en milieu ordinaire, Oui. Quelle préparation il pouvait y avoir, notamment vis-à-vis des compétences sociales de cette personne, ce qui prend un sens quand même accru pour des personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments rapidement, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Écoutez, très rapidement, en fait, à l'heure actuelle, il y a seulement une étude pilote qui est sur le point d'être publiée avec 5 personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais ça semblait quand même bien fonctionner. Je crois que l'idée générale, que ce soit des troubles de ce type ou des troubles psychotiques ou autres, la question est toujours de trouver un travail qui va être un bon match pour la personne. Donc, il y a tellement de variétés de possibilités d'emploi sur le marché régulier que généralement, on peut trouver un emploi dans lequel les particularités de la personne ne vont pas l'empêcher de travailler. Je vais vous donner un exemple. Je sais qu'au Canada, j'ai vu un film, en fait, sur un jeune autiste très affecté par l'autisme, qui ne parle pas, en fait. Mais une chose qu'il fait bien, c'est ranger les livres dans une bibliothèque. Sur ce principe directeur qui m'a beaucoup intéressé, que je trouve majeur, qui est placé puis formé, oui, donc inverser tout à le paradigme. Fait. Exactement, oui. Et donc c'est un peu faire le contraire de ce qu'on sait faire en France, parce que même pour la population générale, ce qu'on sait faire, c'est former puis placer. Oui. On n'est pas du tout bon dans toutes les techniques qui visent l'apprentissage in situ. Oui. Et donc c'est un peu une inquiétude pour moi par rapport à la transposabilité du modèle, on va dire. Alors peut-être que vous ne pouvez pas répondre à cette question. Ben oui, écoutez, ce que vous décrivez, ce n'est pas un défi seulement en France, c'est un défi partout. Parce que partout, et c'est un des grands défis pour implanter ce modèle, c'est qu'il y a déjà en place des programmes traditionnels qui font l'inverse, qui forment et puis placent. Ou des fois, forment et ne placent jamais. Et ces gens-là ne veulent pas perdre leur emploi. Ils ne veulent pas être convertis en autre chose. Donc, ils résistent à l'implantation de ces nouvelles façons de faire. Ça, c'est partout. Je crois que ce qui est plus un enjeu, c'est les difficultés pour les employeurs d'embaucher quelqu'un si dès que la personne est embauchée, il y a toutes sortes de protections sociales qui entrent en ligne de compte. Ça, je pense que c'est plus un enjeu en France. Oui. Encore 2 questions. Bon. Et après, pour prolonger oui, le certainement. plaisir... Si les gens veulent me poser des questions, venez à mon atelier. Voilà. Bonjour. Mais on parle de formation, on parle d'emploi, ça ressemble à Pôle emploi, je trouve, moi. Ça ressemble un peu à, pardon? À Pôle emploi. Full emploi? J'ai pas compris. Pôle emploi. Pôle d'emploi. En fait, Pôle emploi, Eric, pour toi qui n'est pas français, oui. C'est le lieu où on va chercher du travail. Ah, d'accord. Et où généralement on n'en trouve pas. Oui. Nous on a surnommé ça pas l'emploi. Oui. Non, je dirais que ce n'est pas du tout la même chose. Si je comprends l'idée de Pôle emploi, c'est un endroit où les gens vont, il y a des annonces, les gens décident, bon, ça semble intéressant, je vais envoyer mon CV là-bas. Non, ce n'est pas du tout comme ça, parce que le conseiller en emploi accompagne la personne et va parler de l'employé à l'employeur et va vendre l'employé. Souvent, ça va être comme ça. Mais moi, ça me gêne qu'il y ait un employé et un employeur. Pardon? Ça me gêne qu'il y ait un employé et un employeur. Il y a des entreprises qui sont de véritables usines, où il y a un rôle des syndicats. Oui, un rôle des syndicats. C'est très important, le rôle des syndicats. C'est ce qui permet à ceux qui travaillent, comme le disait Georges Marchais, les travailleurs, vous n'étiez peut-être pas nés, que ceux qui travaillent sont protégés. Absolument. Il y a les luttes syndicales, il y a les luttes ouvrières, oui. Il y a les luttes pour la santé.
Oui, Moi, je peux trouver de travail et j'ai aidé des gens à se replacer. oui. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est sûr. Et plus plus les milieux sont syndiqués, plus en général, ça va être difficile pour une personne nouvelle d'être embauchée, j'imagine. En ce qui concerne la question des luttes dans le travail, il y a Oui. un ouvrier de Fralib qui vient d'arriver, donc ça tombe pile poil, et il y aura Oui. un débat avec lui pour ceux qui sont intéressés sur cet enjeu-là. Une dernière question, madame, et puis on va se répartir les ateliers. Oui. Juste, j'ai pas compris avec votre modèle comment placer et former, d'accord, Oui. mais c'est sur le mot former. Comment ça se Oui. passe dans l'entreprise du coup? Le conseil à l'emploi, ok, il trouve un emploi avec la personne. Je préfère le dire comme ça plutôt qu'il Oui. vend la personne, comme ça me Oui, dérange oui, un oui. peu comme vous l'avez formulé. Mais après, dans l'entreprise, il y a un tuteur, il y a quelqu'un qui le suit. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça va dépendre des cas. Et je vais en parler dans l'atelier, il y a la question de divulgation. Divulgation de la maladie à l'employeur. Et en fait, on a pas du statut, de si la personne a une maladie mentale ou non. Et au départ, Bob Drake et Debbie Becker envisageaient ça comme quelque chose de binaire. Soit on divulgue qu'il y a une maladie mentale, soit on ne divulgue pas. Maintenant, on pense plus en termes de c'est un continuum. On choisit, la personne dit à son conseiller en emploi ce qu'elle peut dire à l'employeur à propos d'elle. Et c'est comme n'importe qui, quand vous vous présentez pour un emploi, vous n'allez pas tout dire à l'employeur sur votre vie. Vous allez vous présenter sous votre meilleur jour, et c'est bien normal. Et c'est la même chose pour les personnes qui ont un problème psychique. Et donc, ce que ça veut dire concrètement en termes de le lien entre le conseiller à l'emploi et l'employeur, c'est que dans certains cas, si par exemple la personne prend pas mal de médicaments et c'est pas mal évident qu'elle a des troubles psychiques, ça va servir à rien d'essayer de ne pas le dévoiler, ça va être évident. Donc, ça va être, l'employeur va le savoir et ça peut être parfaitement normal et ça va faire partie du travail du conseiller en emploi d'aller sur le lieu de l'emploi et par exemple, si la personne a des troubles cognitifs, à donc, décomposer l'emploi en plus petites tâches, lui montrer étape par étape comment faire le travail. Mais dans d'autres cas, par exemple, une personne bipolaire peut avoir un aspect, quand on la rencontre, qui semble très normal, c'est de prendre des médicaments, etc. Donc, ce n'est pas nécessaire de dévoiler la maladie mentale à l'employeur, et le conseiller à l'emploi va simplement parler de, bon, j'aide des gens qui sont à l'extérieur du marché de l'emploi actuellement à se trouver un emploi, rien à voir avec la santé mentale, et à ce moment-là, la personne va commencer à travailler, et le conseiller à l'emploi ne va jamais aller sur le lieu de l'emploi, ne va pas parler à l'employeur, mais va simplement rencontrer la personne en dehors du travail, par exemple dans un café après le travail. Et à ce moment-là, on va lui demander, bon, ben, comment ça va, quelles sont les choses qui te stressent, etc. Et puis, va en discuter, lui donner un soutien qui va l'aider à composer avec les défis du travail. Donc, ça peut se jouer de différentes façons. Bon, voilà. C'est le temps des ateliers, je pense.